Bienvenue à tous et à toutes, et particulièrement aux collégiens de Charlotte-Delbault, des classes de 5e 1 et de 5e 2. Bienvenue pour ce 5e épisode de la séquence 5 consacrée aux campagnes dans l'Occident médiéval. La dernière fois, au cours de la séance précédente, nous avons vu les campagnes de l'Occident médiéval se transformer petit à petit, se peupler. On a vu la forêt reculer puisqu'il fallait défricher pour cultiver de nouvelles terres pour nourrir toujours plus d'habitants affamés dans les campagnes. Et aujourd'hui, nous allons étudier un autre aspect de cette transformation des campagnes, c'est-à-dire les progrès agricoles enregistrés au cours des siècles dans l'Occident médiéval. Et la problématique de notre séance est donc toute trouvée. Il peut s'intituler « Quels sont les principaux progrès observés dans les campagnes de l'Europe occidentale au Moyen-Âge et leurs conséquences ?» Le premier document que je vous propose est un véritable chef-d'œuvre et aurait toute sa place dans une séance d'histoire des arts. Il s'agit d'une série de miniatures, une douzaine de miniatures qui sont réparties tout au long de l'année, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que d'un calendrier qu'on intitule le Rusticane. Alors, Rusticane, du nom italien, a donné l'adjectif rustique, le nom rusticité en français, et rustique, rusticité, ça fait partie du champ sémantique des campagnes. Dire de quelqu'un qu'il est rustique, c'est avec mépris faire observer qu'il a des manières de paysan. Ce Rusticane a été écrit par un agronome, c'est-à-dire un ingénieur de l'époque, mais spécialisé dans les cultures, dans les métiers de l'agriculture, un Italien qui s'appelait Pietro de Crescenzi, dont le nom a été traduit en français par Pierre de Crescent. Et ce Rusticane avait la prétention d'expliquer à quelle période et comment on devait semer, récolter, battre le grain, etc. Et même, comme le dit ma belle-mère, pratiquer la Saint-Cochon, c'est-à-dire à quel moment tuer le cochon et comment, pour pouvoir ensuite évidemment le manger. Alors cet ouvrage paraît d'abord en latin en 1306 et il sera traduit dans une version française sur la commande d'un Français, et pas n'importe quel Français, puisqu'il s'agissait tout simplement du roi de France, Charles V, en 1373. Et ce Rusticane a donc fait autorité jusqu'à une époque relativement récente. Il est rentré littéralement dans la légende de la science de l'élevage et des cultures agricoles. Vous pouvez maintenant admirer les 12 mois de l'année et le calendrier des travaux des champs tel qu'il est présenté par le Rusticane de Pietro di Crescenzi. Les trois petites flèches sur la gauche de la diapo vous indiquent le sens de lecture de ce calendrier, c'est-à-dire qu'il faut le lire de manière horizontale. C'est-à-dire que les 4 premières vignettes du haut représentent les 4 premiers mois de l'année, si vous préférez janvier, février, mars, avril. Le deuxième étage, si je puis dire, c'est les 4 mois suivants, mai, juin, juillet, août. Et les 4 derniers mois de l'année, septembre, octobre, novembre, décembre, dans cet ordre-là, de gauche à droite, sont représentés par les 4 miniatures du rez-de-chaussée. Et comme vous pouvez le voir, les artistes du Moyen-Âge se défendaient quand même pas mal en termes de qualité de dessin, puisque
encore aujourd'hui pour les historiens, c'est une source de renseignements précieux, ne serait-ce que pour connaître les moments forts des travaux dans les champs, vous l'avez compris, mais aussi pour mieux connaître les outils agricoles utilisés à l'époque. Et par exemple, on voit apparaître un certain nombre d'outils. Bon, au mois de février, par exemple, une pelle en bois, qui est très nette. Le mois d'après, au mois de mars, on voit des paysans en train de tailler les ceps de vigne, probablement à coups de serpe, c'est-à-dire un petit couteau en forme un peu de croissant. Le mois d'après, au mois d'avril, vous avez un paysan qui est en train de tondre. Alors, il n'est pas en train de le brosser, hein, c'est pas une brosse, c'est ce qu'on appelle des forces. Et les forces, c'est une paire de ciseaux qui sert à tondre les moutons. Au mois de juin, on aperçoit la faux qui permet de faucher, comme son nom l'indique, les champs, de faire les foins. Cette gigantesque lame qui vous est peut-être familière parce que la faux est souvent représentée comme la mort, la faucheuse, le squelette drapé de noir qui vient faucher les vies et qui utilise donc une faux. C'est pour ça qu'on l'appelle la faucheuse. Juste après, vous avez la faucille, c'est-à-dire au mois de juillet, la faucille tenue et par le paysan et par la paysanne et qui est une faux en modèle réduit, qui est là encore comme la serpe un couteau, mais avec une lame beaucoup plus arrondie encore que pour la serpe juste à l'étage du dessus. Au mois d'août vient le battage du blé pour séparer la paille du grain avec ces deux bâtons reliés entre eux par une chaîne de métal et qu'on appelle le fléau, qui est tenu à bout de bras par l'homme. Et vous voyez qu'on est à la belle saison, il fait chaud, l'homme sue, donc il est à moitié nu, il porte juste sur le dos une chemise. On reconnaît ensuite une dernière fois un outil, c'est le couteau avec lequel le paysan va égorger le cochon au mois de décembre pour pouvoir manger de la viande à Noël et dans les semaines qui vont suivre. Alors, j'attire votre attention aussi sur le fait que la femme participe activement aux travaux agricoles, puisque on la voit travailler lors de la moisson en juillet et en août. Elle participe au battage, elle remplace l'homme au fléau quand il est épuisé. On la voit aussi participer plus modestement à la tuerie du cochon. Elle va recueillir le sang qui s'échappe du cou de l'animal dans un plat, parce qu'avec le sang on fera du boudin, hein. Rien ne se perd, tout est bon dans le cochon comme on dit. Je ne vous ai pas parlé du mois des vendanges, c'est-à-dire le mois d'octobre. Le paysan amène les grappes de raisin qu'il a ramassées dans une hotte mise sur son dos. Il les verse dans une gigantesque cuve et dans cette cuve, les grappes de raisin vont être pressées, piétinées par un autre paysan, de manière à ce que le jus du raisin puisse s'exprimer. Et ce jus de raisin, après fermentation, deviendra donc du vin. Et puis le mois de novembre, avec des cochons qui ressemblent un peu à des sangliers, mais ce sont bien des cochons, hein, ce sont des cochons un peu rustiques, de race qui n'existe plus aujourd'hui, hein, c'est pas nos cochons roses à queue en tire-bouchon, mais c'est leurs ancêtres. Et là, faut pas se tromper, le paysan n'est pas en train de leur taper dessus à coups de bâton, contrairement à ce que vous pourriez croire. En réalité, le paysan s'apprête à taper sur les troncs d'arbres des chênes. Le paysan se trouve dans un endroit où en théorie il n'a pas le droit de se trouver, il se trouve dans le bois du Seigneur, la forêt du Seigneur, qui comme son nom l'indique est réservée au Seigneur, sauf au mois de novembre où le Seigneur autorise les paysans à rentrer dans la forêt pour nettoyer la forêt, ramasser le bois mort qui servira au chauffage du paysan, mais aussi pour faire
tomber les glands des chênes, et les glands tombés des chênes vont nourrir les cochons. Et c'est ça qu'ils sont en train de brouter, de manger, ce sont les glands des chênes, le chêne étant l'arbre le plus fréquemment rencontré dans les forêts au Moyen-Âge en Europe de l'Ouest. Après nous être familiarisés avec les travaux des campagnes, et vous voyez qu'au fond, certaines choses n'ont pas vraiment changé depuis le Moyen-Âge, hein, les vendanges se font toujours en septembre-octobre, la moisson se fait toujours en été. Bon, évidemment, le tracteur a remplacé la faux, c'est sûr, mais néanmoins, le calendrier des saisons a peu changé. Maintenant, nous allons passer à un progrès important observé dans les campagnes au Moyen-Âge, observé bien qu'il ne soit pas au fond très spectaculaire, c'est le passage de l'assolement biennal à l'assolement triennal. Alors écoutez bien parce que c'est pas très compliqué, mais c'est quand même un tout petit peu technique. D'abord, une sole, S-O-L-E, attention, j'ai pas dit un sol, j'ai dit une sole, S-O-L-E, qui donnera le mot assolement. Une sole, c'est la parcelle, c'est l'ensemble de la terre cultivée par un paysan. Comme vous pouvez le voir sur le schéma circulaire de gauche, dans le cas de l'assolement biennal, le paysan partage sa parcelle en deux moitiés. La première année, dans la parcelle du haut, il va faire pousser du blé. Pourquoi? Parce que l'année d'avant, il n'aura rien fait pousser à la place, à cet endroit-là, puisque l'année d'avant, il aura mis cette parcelle en jachère, c'est-à-dire qu'il l'aura laissée au repos. Donc, l'année suivante, sur votre schéma première année, la terre s'est reposée, la terre est toute neuve, elle a été engraissée par les excréments des animaux que le paysan a envoyé paître tout au long de l'année sur cette parcelle. Donc la terre est riche, elle est féconde, elle va pouvoir porter des cultures de blé, de céréales, puisque la céréale, c'est la base de l'alimentation du paysan au Moyen-Âge. Par contre, sur l'autre moitié de parcelle, celle qui avait été cultivée en céréales l'année d'avant, eh bien cette année-là, le paysan la laisse en jachère, la laisse se reposer. C'est-à-dire que le paysan, chaque année, ne cultive qu'une moitié de sa parcelle, il ne cultive que 50% de la parcelle. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il ne cultive que la moitié de sa parcelle, eh bien c'est parce qu'il n'a pas le choix. Réfléchissez. S'il cultive 100% de sa parcelle la première année, bon d'accord, avec un peu de chance, il va avoir une récolte très abondante. Mais l'année d'après, la terre sera épuisée, le paysan ne pourra rien cultiver ou presque, et ça veut dire que la deuxième année, lui et sa famille sont condamnés à mourir de faim. Donc c'est pas possible. Donc le paysan s'oblige à ne cultiver que 50% de la parcelle disponible. Ça, c'est pour l'assolement biennal. Alors, ce qui va se passer essentiellement dans le nord de l'Europe de l'Ouest, du côté d'aujourd'hui ce qu'on appellerait les Pays-Bas, la Flandre, le nord de la France, les paysans vont avoir l'idée de transformer l'assolement biennal en assolement triennal. C'est-à-dire qu'au lieu de partager leur parcelle, leur sol, SOLE, en deux, ils vont la partager en trois. C'est-à-dire ils vont faire 3 tiers. Et le système de rotation ne portera plus sur 2 ans, mais sur 3 ans, comme l'indique le nom d'assolement triennal. C'est-à-dire que là où l'année d'avant se trouvait la jachère, dans le tiers qui n'a pas été cultivé, la terre s'est reposée, la terre s'est rechargée, donc le paysan va pouvoir faire pousser des céréales d'hiver très exigeantes
du blé. Sur l'autre tiers, là où l'année d'avant il avait fait pousser du blé, le paysan va tenter de faire pousser de l'avoine. C'est encore une céréale, mais c'est une céréale moins riche, moins nourrissante, mais qui épuise moins les sols et qui peut pousser sur une terre qui a déjà porté une culture l'année d'avant. Et sur le troisième tiers, le tiers laissé en jachère, eh bien, le paysan ne laisse rien pousser, ne fait rien pousser, parce que cette terre en jachère a déjà porté 2 récoltes successives. Une récolte de blé, puis une récolte d'avoine. Donc là, la troisième année, la terre est épuisée, il faut la laisser se recharger, il faut la laisser se reconstituer en laissant les animaux paître tout au long de l'année sur cette parcelle. Et ça n'a l'air de rien, l'assolement triennal. Mais du coup, le gros avantage, c'est qu'au lieu de cultiver 50% de la terre, comme dans le cas de l'assolement biennal, là, on en cultive 66%. Et oui, 2 tiers, ça fait 66%. Ça fait 16% de plus. Vous me direz, bon, 16% de plus, qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça change tout au Moyen-Âge. Parce qu'à une époque où on est toujours à la limite de crever de faim, ces 16% de terre cultivable en plus, c'est peut-être ce qui va vous permettre à vous et à votre famille de passer l'hiver, comme on dit, et de survivre jusqu'à l'année suivante. C'est donc essentiel. Par contre, l'inconvénient, c'est que le paysan, il a plus de terre à cultiver, lui et sa famille, et qu'à une époque où on n'a pas de machinisme agricole, c'est-à-dire pas de tracteur, pas de moissonneuse-batteuse, eh ben, ça va faire des journées particulièrement bien chargées. Mais c'est à ce prix que lui et sa famille vont survivre. Donc il n'y a pas le choix. Si on veut vivre, il faut manger, et si on veut manger, il faut travailler très dur. Je vous ai dit dans la diapo précédente que le paysan ne pouvait pas disposer de tracteurs, de moissonneuses-batteuses. Bon, c'est tout à fait vrai, évidemment. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le paysan est complètement dépourvu de matériel. Nous avons vu avec le premier document que le paysan utilise des outils manuels, évidemment, hein, il travaille avec des outils à la main, composés souvent de manches en bois, mais de parties métalliques. Hein, je pense notamment à la serpe, à la faucille, c'est-à-dire à ces couteaux utilisés par les paysans. Je pense aussi à la lame de la faux qui est en fer. Bon, donc le paysan, il ne travaille pas à main nue, hein, quand même. Et il peut compter sur des outils destinés à faciliter le labour. Alors, pour celles et ceux qui ne sauraient pas trop à quoi sert le labour consiste à soulever la terre, à l'aérer, c'est le but, pour faciliter l'oxygénation et pour permettre ensuite aux cultures d'être plus fécondes, d'être plus riches. Donc il convient de remuer, de retourner la terre sur une surface de plusieurs centimètres de manière à l'aérer. Alors la plupart des paysans utilisent un instrument qui remonte quasiment au premier temps de l'humanité et qu'on appelle un araire. J'insiste, c'est masculin, on dit un araire et non pas une araire comme beaucoup de gens le croient. L'araire, c'est l'ancêtre de la charrue. En haut, vous avez une représentation d'un araire, en haut à gauche de la diapo. Dans la partie inférieure de la diapo, je vous montre une charrue. Et je vous demandais, pour celles et ceux qui ont fait le travail sur le questionnaire, quelle est la différence qui saute aux yeux entre l'araire et la charrue. Et visiblement, j'ai cru remarquer que ça ne sautait pas tant aux yeux que cela, puisque beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu. Je vous laisse encore quelques secondes. Regardez bien, si, il y a une différence importante. C'est que la charrue, elle a des roues, et pas l'araire. Et que du coup,
Pour le paysan qui doit donc labourer, égratigner le sol en surface pour l'aérer, eh bien le fait d'avoir des roues, ça va permettre au soc métallique de rentrer de manière plus rectiligne, parce que ça va permettre aux paysans, les roues vont permettre de rester bien dans l'alignement et de tracer des sillons bien rectilignes. Le paysan s'appuie sur les mancherons en bois pour que la charrue reste bien en ligne, et donc pour peu que les bœufs qui sont habitués à ce travail eux-mêmes avancent de manière rectiligne, c'est-à-dire en ligne droite, vous allez pouvoir faire des sillons très droits. Et en général, ça facilite ensuite les semailles, c'est-à-dire les graines, on va les jeter à l'intérieur des sillons, puis on refermera le tout et ça fera des cultures bien droites, bien propres. Je vous le signale, mais vous êtes des enfants de la campagne, vous le savez sans doute, qu'il existe encore aujourd'hui un championnat de France de labour. Et il s'agit, alors avec tracteur ou avec charrue d'ailleurs, et il s'agit de tracer les sillons les plus droits possibles dans un champ donné pour les différents candidats. Et comme vous le suggère la carte en haut à droite, notamment en France, mais à l'échelle de l'Europe, eh bien, vous avez des régions où l'on va utiliser la charrue, qui est un progrès, encore une fois, par rapport à l'arrière. Donc vous avez des régions qui vont être en avance et qui vont profiter du progrès technique pour cultiver mieux, et cultiver mieux, en général, c'est cultiver plus. Et dans le cas de la France, c'est plutôt la moitié nord et l'est de la France. Au nord de la Loire, on utilise la charrue, alors qu'au sud, on est un peu plus, comment dirais-je, arriéré, on reste encore à l'arrière, notamment dans le Massif central et dans le sud-ouest. Un autre progrès, là encore, c'est pas extrêmement spectaculaire, surtout que cette évolution va durer sur des siècles, mais les moulins à vent ou les moulins à eau, d'ailleurs, leurs cousins, remplacent la meule à bras. Vous avez sur la diapo une illustration qui vous montre dans une boulangerie, probablement à l'époque de l'Empire romain, vous voyez sans doute deux esclaves, parce que c'était très dur, ça donnait le tournis, on pouvait en mourir d'épuisement littéralement. Deux esclaves qui sont en train de se servir d'une meule à bras, c'est-à-dire qu'à la force de leurs bras, ils font tourner une meule, c'est-à-dire une grosse pierre qui vient broyer les grains de blé, et vous voyez tomber une poudre blanche, et vous l'aurez compris, c'est la farine. Bon, donc ça, cette meule à bras de l'Antiquité va être remplacée avantageusement par le moulin à vent ou le moulin à eau. Je dis avantageusement parce que l'avantage, c'est qu'on n'a plus à se servir d'esclaves et de leur énergie musculaire, et donc de voir des gens tomber d'épuisement qu'il faut remplacer très régulièrement, tant ce mouvement circulaire est épuisant. Là, on utilise soit la force éolienne, c'est-à-dire le vent pour le moulin à vent, soit la force hydraulique, c'est-à-dire la force du courant pour les moulins à eau, et tant qu'il y a du vent et tant qu'il y a de l'eau qui coule dans la rivière, eh bien, ils fournissent, le vent et l'eau fournissent une force absolument inépuisable et continue. Et le fait de voir des moulins se généraliser dans les campagnes, ça favorise évidemment la culture du blé, puisque le blé, on ne le mange pas comme ça, on ne mange pas les graines de blé, on n'est pas des poules, mais il faut de la farine, et pour avoir de la farine, eh bien, il faut utiliser des moulins. Je vous le signale au passage, peut-être vous en doutiez-vous, le nom de la ville de Moulins-sur-Allier vient du fait que cette ville était couverte de moulins à vent
Elle en était littéralement couverte, on en comptait au Moyen-Âge, on en comptait plusieurs dizaines. D'ailleurs, moulin, vous savez, ça s'écrit avec un S. Sur cette diapo, vous voyez dans la partie supérieure une reconstitution par des archéologues qui sont allés chercher dans les fondations du sol les traces, des vestiges, les ruines si vous préférez, des maisons paysannes du Moyen-Âge. On ne parle pas de ferme, hein, parce qu'une ferme, ça veut dire plusieurs corps de bâtiments différents. Avec les maisons paysannes du Moyen-Âge, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études d'architecture, puisque c'est un grand rectangle, une pièce unique, qu'on peut éventuellement moduler avec des cloisons mobiles en bois pour faire une sorte de deuxième pièce, une sorte de chambre familiale où tout le monde va dormir dans le même lit. Alors lit, il ne faut pas rêver, hein. C'est pas un lit avec un matelas, un sommier métallique, c'est une paillasse, littéralement. Des planches en bois qu'on recouvre de paille, et puis quand la paille commence à moisir, on la change. Vous voyez que c'est extrêmement pauvre, sommaire. Le paysan utilise des matériaux qu'il trouve sous la main, hein. En particulier le bois, et puis le chaume, dont il va faire son toit. Et le chaume, si vous ne le savez pas, c'est de la paille de roseau. Et le torchis, c'est des murs donc, qui sont dont la structure est faite d'un squelette en bois qu'on appelle un clionnage, et sur lequel ce clionnage, on va l'enduire de boue mélangée à de la paille, le tout séchant pour devenir ce qu'on appelle un torchis. Et le torchis, c'est une sorte d'enduit de ciment, voilà, qui permet d'isoler la maison. Donc vous voyez, c'est pas très luxueux. Et quand je vous aurais dit que les animaux et les humains vivent à l'intérieur de cette pièce unique, hein, les poules, les vaches, vous aurez vu que c'est pas quand même tout à fait comme aujourd'hui. Le gros avantage d'ailleurs l'hiver, c'est que les vaches produisent de la chaleur, hein, c'est un peu le chauffage central de l'époque. Par contre, j'imagine que quand on se lève le matin, il faut faire attention où on met les pieds pour pas mettre les pieds dans une bouse de vache ou dans du crottin de poule. Bon, mais l'intérêt de la diapo, c'est plutôt le dessin en dessous. Alors il est un peu pixelisé, vous voudrez bien m'en excuser. Il vous montre là encore un progrès agricole qui n'a l'air de rien, parce que c'est franchement pas spectaculaire non plus, mais ça va tout changer. On va passer, pour la traction animale, de ce qu'on appelait le collier de cou, qu'on appelait aussi le collier de gorge, au collier d'épaule. Le collier de gorge, le collier de cou, c'est ce qu'utilisaient déjà les Romains dans l'Antiquité, c'est un héritage de l'Antiquité. Bon, c'est ce collier qui permet d'attacher un cheval à une charrette. Bon, d'accord. Le but étant que le cheval, ou le bœuf, hein, ça marche aussi pour un bœuf, traîne une charrette, un chariot. Le problème, c'est que le collier de cou étrangle littéralement l'animal. Donc comme l'animal s'étrangle, il va devoir faire des pauses régulières, il ne va pas avancer très vite. Le simple fait de déplacer le collier et de le placer au niveau des épaules, là où l'énergie musculaire se concentre. Hein, si vous avez déjà vu un match de rugby, c'est pas pour rien si lors de la mêlée, les rugbymen qui sont dans la mêlée, le pack de la mêlée comme on l'appelle, ils poussent avec les épaules parce que c'est dans nos épaules que réside l'essentiel de notre force. Et bien avec le collier d'épaule, ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça change tout parce que l'animal, il ne s'étrangle plus et il peut utiliser le maximum de force pour faire avancer le chariot ou la charrette. Et bien voilà un procédé qui va permettre le progrès agricole pour transporter le blé dans des charrettes, mais aussi pour les bœufs qui tirent la charrue. C'est un progrès modeste en apparence, mais en réalité essentiel. Il est temps d'évoquer maintenant les conséquences directes ou indirectes
du progrès agricole constaté dans l'Occident médiéval. Je vous propose cette dernière diapositive qui comporte deux sous-documents. Tout d'abord, un graphique qui doit éveiller quelque chose dans vos mémoires, puisque nous l'avons déjà étudié. Il s'agit de l'évolution de la population dans les campagnes occidentales entre l'an 1000 et l'an 1500, c'est-à-dire la deuxième moitié du Moyen-Âge. Donc, on voit que maintenant s'explique l'augmentation très forte de la population des campagnes, la population européenne, qui est multipliée par 2 en 300 ans, puisqu'on passe de 43 millions d'habitants en l'an 1000 à 86 millions en l'an 1300. Et cette forte augmentation de la population ne peut pas s'expliquer autrement que par les progrès agricoles. Les défrichements, certes, mais aussi les progrès agricoles, les moulins à vent, tout ce que je vous ai évoqué auparavant, et qui expliquent que les récoltes s'améliorent, que la population est mieux nourrie, et que donc du coup, les gens qui autrement seraient morts de maladie, de faim, eh bien ne meurent plus, ont à leur tour des enfants. Donc les progrès agricoles nourrissent, sans jeu de mots, l'augmentation de la population. Mais comme vous pouvez le voir, c'est une augmentation qui peut aussi connaître des accidents, en particulier entre 1300 et 1400, avec un recul très marqué de la population, puisqu'on passe de 86 millions d'habitants en 1300 à 65 millions en 1400, et que évidemment ça s'explique par l'épidémie de peste noire qui a tué au moins un quart de la population en une dizaine d'années. Mais la question c'est pourquoi cette épidémie de peste noire, d'où elle sort? Et bien en fait elle est liée à un contexte très particulier et très difficile à vivre dans les campagnes, c'est le contexte des crises de subsistance qui frappent très régulièrement la population, tous les 5 ou 10 ans en moyenne, et qui tiennent au fait que l'agriculture c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des années de bonnes récoltes, où tout va bien. Et puis malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, il y a des années où les récoltes sont mauvaises parce qu'il suffit de pas grand-chose, il suffit d'une sécheresse, d'un hiver pourri, de gelées anormalement fortes, anormalement tardives, que sais-je encore. Alors aujourd'hui, évidemment, avec la mondialisation des échanges, les famines sont écartées parce que ce que vous n'arrivez pas à produire, eh ben vous allez l'acheter ailleurs, donc ça pose plus de problème. Mais au Moyen-Âge, ce qui n'est pas cultivé sur place vous manque et vous condamne à la famine. Et donc en fait, je vous propose de lire avec vous un témoignage d'un abbé qui évoque une crise de subsistance dans sa région. En 1316, en raison des pluies torrentielles et du fait que les biens de la terre, autrement dit les récoltes, furent récoltés dans de mauvaises conditions et détruits en maints endroits, il se produisit une disette de blé. Alors une disette, c'est pas encore la famine, c'est l'étape qui précède la famine, c'est-à-dire la récolte est faible, donc les prix flambent et seuls les riches peuvent se procurer la nourriture. Mais disons qu'il y a encore de la nourriture disponible pour les plus riches. Et le peuple, autrement dit les paysans, les pauvres, le peuple commença en bien des endroits à manger peu de pain parce qu'il n'y en avait pas, ou alors il était trop cher. Et beaucoup mélangeaient des fèves, de l'orge, et ils faisaient du pain qu'ils mangeaient. C'est-à-dire qu'on utilise des céréales beaucoup moins nobles, qui en général sont destinées les bonnes années à la nourriture des animaux, notamment des cochons, et que quand le pain manque, eh bien évidemment on se rabat sur cette alimentation, mais qui est de bien mauvaise qualité. En raison des intempéries et de la famine intense, donc là on n'est plus dans une situation de disette, là la nourriture manque même pour les riches, les corps commencèrent à s'affaiblir et il en résulta une mortalité si forte qu'aucun être alors vivant n'en avait jamais entendu parler. Alors si je vous ai choisi ce témoignage de l'abbé Gilles Lemuisy
du XIIIe siècle, c'est tout ça, ou du début du XIVe siècle, c'est tout simplement parce que c'est l'exemple type de témoignage que l'on peut transformer aisément en schéma. Un schéma de causalité, c'est-à-dire de cause à conséquence. Donc si on reprend l'ordre du texte, tout est provoqué par des intempéries, ici des pluies anormalement abondantes, des pluies torrentielles. Ces intempéries qui vont entraîner des récoltes insuffisantes, des mauvaises récoltes, qui vont provoquer d'abord la disette, puis carrément la famine. La famine qui va déjà tuer les gens, mais qui va affaiblir les corps des survivants, qui ne mangent plus à leur faim, qui vont donc être la proie beaucoup plus facilement des maladies et des épidémies. Survient donc une épidémie de peste noire qui provoque une surmortalité et l'effondrement de la démographie européenne. Comme quoi, les progrès agricoles, malgré tout, restent fragiles et suspendus aux bonnes récoltes et aux caprices météorologiques, ce qu'on appelle donc les intempéries. Le moment est venu de faire l'exercice de la séance. Donc je vous ai choisi en fait une image, une miniature qui représente les travaux des champs aux alentours du XIIIe siècle, dans les années 1200 quelque chose. Donc on est en plein progrès agricole, on est à la période des défrichements, du peuplement des campagnes. Donc je vais vous demander comme d'habitude de lire la légende à droite de l'image et de resituer dans les cadres vierges prévus, les 8 cadres vierges prévus à cet effet, de placer les numéros correspondant aux éléments de légende, et je vous invite à me mettre en pause pour pouvoir faire l'exercice tranquillement. À tout à l'heure. Alors, la plupart des éléments étaient relativement faciles à situer. Il y en a un ou deux qui posaient peut-être davantage problème. Bon, le château fort du Seigneur en arrière-plan, je pense que tout le monde l'a identifié. Alors, ce qui était plus compliqué, c'était de voir les terres à labour et les pâturages. Bon, les terres à labour, la terre est marron, hein, puisqu'elle vient d'être tournée par la charrue, elle est aérée. Les pâturages, eh ben, c'est les prairies, hein, donc il faut chercher de l'herbe bien verte. La herse, alors la herse c'est comme une sorte de grille, d'ailleurs la herse c'est ce qu'on utilise aussi pour renforcer les portes des châteaux forts, sauf que là ça ne sert pas à fermer un passage. La herse c'est ce qui va favoriser également le tracé des sillons, qui va faciliter le travail des labours. La herse qui enfouit les graines dans la terre. Ensuite, le collier d'épaule dont je vous parlais tout à l'heure, qui remplace le collier de cou en numéro 4 et qui permet à l'animal de tirer des charges plus lourdes que le collier de cou. La charrue avec son soc en fer qui laboure la terre plus en profondeur, c'est le numéro 5. Le numéro 6, la faucille qui sert à couper les végétaux, encore que je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit une faucille. À la réflexion, c'est peut-être bien une serpe. Bon, mais c'est pas très grave. Le fléau, lui, par contre, il est facile à identifier. C'est pas une équerre en bois hein, que le paysan tient. C'est bien un fléau, c'est-à-dire ces deux bâtons reliés par une chaîne et qui servent à frapper le blé pour séparer les graines de la paille. Et puis bien sûr le moulin à vent dans le fond du paysage qui moule les récoltes, du verbe moudre, et les transforme en farine. Cette séance a été l'occasion pour nous de réviser à nouveau quelques dates de notre séquence, à savoir vers 900 l'an 1000, les premiers villages en Europe occidentale, les 11e et 12e siècles, les grands défrichements, les progrès techniques et le doublement de la population dans les campagnes de l'Occident médiéval. Et enfin, le 14e siècle, synonyme malheureusement de guerre de 100 ans, de grande famine, de peste noire et donc également de l'effondrement de la démographie européenne.
Voilà, nous en avons pratiquement terminé. Je vous invite maintenant à découvrir la leçon de la séance. Je vous invite à bien la lire et aussi à la mémoriser, bien entendu, pour que le travail que nous venons de faire ensemble ne soit pas inutile. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bientôt pour une nouvelle séance consacrée aux campagnes de l'Occident médiéval. Bonne journée, à bientôt!